Aujourd'hui, on parle des 3 titres absolutes et vous allez voir que mon avis est plutôt mitigé en réalité. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler des 3 titres absolus sortis récemment, des titres qui ont fait beaucoup parler d'eux à leur sortie en VO, qui ont fait beaucoup couler d'encre, qui entament un nouvel univers du côté de chez DC, qui espère récupérer de nouveaux lecteurs. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est notamment d'en parler, bien évidemment sans spoil, et de vous donner mon avis qui est un peu plus mitigé que la moyenne. Et je vous propose de commencer du côté de Batman, avec Batman Absolute, qui nous raconte l'histoire de ce jeune Bruce Wayne, fils d'une assistante sociale et d'un professeur d'école, qui va remporter un prix et qui, grâce à ce prix, va pouvoir emmener sa classe dans un zoo et qui, malheureusement, dans ce zoo, va vivre une fusillade qui va le briser psychologiquement puisqu'il va assister à la mort de son père. Alors, bien évidemment, suite à cela, le jeune Bruce va en vouloir au monde entier. Il va quelque peu dérailler et même avoir un casier judiciaire avant de reprendre sa vie en main, de pratiquer du sport, d'étudier la chimie, d'étudier la mécanique, d'étudier la politique, la stratégie militaire, et j'en passe, pour ensuite devenir ce qu'il va devenir plus tard, à savoir Batman, pour combattre le crime à Gotham. Il y a dans ce titre de très bonnes idées et d'autres qui marchent beaucoup moins bien, mais la première bonne idée pour moi, c'est bien sûr de vouloir briser conventionnellement ce Batman que l'on connaît. On a ici un Bruce Wayne issu de la classe moyenne, qui est une personne lambda, un habitant de Gotham lambda, issu de Crime Alley, qui travaille aujourd'hui dans le BTP et qui n'est finalement personne. Il ne dispose d'aucune ressource illimitée pour financer ses joujoux et ses gadgets, et il n'a aucun coéquipier, il n'a pas de majordome pour l'épauler dans son combat contre la criminalité, ce que je trouve plutôt intéressant. Bruce Wayne est plutôt jeune, il est physiquement en forme, et cela va nous être conforté par le fait que ce Batman, qui est ici présent sur la couverture et qui est plutôt imposant, est un sportif, un pratiquant de boxe, de Muay Thai notamment, un combattant brutal, un combattant précis qui va pas laisser beaucoup de répit à ses ennemis, un combattant qui va aller jusqu'à puiser dans toutes les ressources qu'il a en lui et sur lui pour se battre, notamment d'utiliser de façon plutôt ingénieuse sa cape pour en faire une espèce de corde par exemple ou une espèce de fouet. Et ça, c'est absolument génial. Un autre point que je trouve génial au niveau des combats notamment, c'est qu'on a un Batman ici qui fait de nombreux compromis. Et ça, je trouve que c'est plutôt original en soi. Et puis, dans sa façon de se battre, dans sa façon de combattre la criminalité, je trouve que Scott Snyder, d'une certaine manière, va répondre tout simplement aux haters qui disaient que Batman n'est pas un tueur. Bref, je vous en dis pas plus, je ne veux pas vous spoil à ce niveau-là. L'autre bonne idée selon moi, c'est bien sûr la réutilisation de tous les personnages qui sont la vitrine de Batman, comme les Maroni, les Falcons, Selina Kyle, Harvey Dent, Jim Gordon, Belloc ou même le Joker, des personnages qui sont complètement différents physiquement parlant, avec de nouveaux chara-design, des personnages qui sont différents psychologiquement, et des personnages qui sont aussi différents dans la relation qu'ils ont avec Bruce Wayne, et qui vont nous apporter, je trouve, beaucoup de surprises. On a bien sûr d'autres points positifs dans ce récit, comme par exemple le rythme du récit, qui je trouve est extrêmement bien géré. On va naviguer entre le présent et le passé de façon assez égale, pour nous montrer l'évolution entre le Bruce Wayne d'aujourd'hui et le Bruce Wayne d'avant, comment il a évolué, qu'est-ce qu'il a vécu pour devenir le Batman qu'il est aujourd'hui. On a un récit qui est vraiment écrit sur un ton très mature et qui d'ailleurs va aborder des thématiques plutôt matures dans l'ensemble, à savoir le deuil,
comment va gérer un enfant, comment un enfant va gérer son deuil, et surtout comment il va grandir sans la présence de ses parents, ce que je trouve plutôt intéressant. On va voir aussi quel impact sur l'éducation de Bruce a eu son environnement, à savoir ici Crime Alley. Donc pour moi, tout ça, ce sont des points qui sont extrêmement positifs. Ce récit est un véritable tome 1. C'est un récit très accessible pour tous les néophytes qui souhaiteraient lire et se lancer dans du Batman. C'est aussi, selon moi, un récit qui va plaire à ceux qui peut-être ne s'y retrouvaient plus réellement dans la continuité de Batman. Donc c'est parfait, vraiment c'est excellent à ce niveau-là. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même quelques points qui me chagrinent. Le premier point qui me chagrine, c'est notamment l'originalité du récit. Je n'ai pas eu l'impression, à quelque moment que ce soit, d'être face à un récit original. Puisque, ayant lu plusieurs récits, plusieurs runs de Batman, eh bien, j'y ai retrouvé beaucoup d'éléments présents des précédents runs. Comme par exemple, j'y ai retrouvé pas mal d'éléments de Batman Terre 1, j'y ai retrouvé pas mal d'éléments de Batman White Knight notamment, ou encore, eh bien, des éléments d'un run précédent, où là aussi, Bruce Wayne était un peu sans le sou, avait des ressources très limitées et vivait seul en appartement. Et puis, j'ai envie de dire que c'est du Snyder, et quand on est Snyder, eh bien, on ne se refait pas, les récits ne sont jamais parfaits. Et oui, ce récit est écrit par Scott Snyder, et de fait, on a un récit qui est malheureusement bourré de facilités scénaristiques, et même de certaines incohérences. En tout cas, aujourd'hui, ce sont des incohérences. Mais bon, j'ai envie de dire que malgré tout, c'est pas un mauvais récit, puisqu'il est quand même accompagné d'une bonne partie graphique, puisqu'on a Nick Dragotta au dessin. Nick Dragotta qui nous livre des planches plutôt sympathiques, on va pas se mentir. On a un trait très soigné, un peu plus gras que la normale, avec des chara-design plutôt intéressants, plutôt imposants. On a quand même des planches qui sont dans l'ensemble très dynamiques, percutantes, que ce soit dans les dessins ou que ce soit notamment dans les couleurs qui nous rappellent eh bien, qu'on est ou pas dans un flashback avec une vraie colorisation qui change en fonction des situations. Donc pour moi, ça fonctionne. Je trouve qu'on a de très très jolis dessins, honnêtement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ce, malgré un scénario qui est pour moi quelque peu moyen. Donc, pour résumer, c'est pas un mauvais récit du tout, c'est un récit plutôt sympa. Maintenant, de là à dire que c'est un récit 100% original et que c'est du génie, c'est non, pas pour moi en tout cas. Mais je vais lui laisser le bénéfice du doute et j'irai peut-être sur le tome 2, voire sur le tome 3, pour voir quelle direction prend l'Absolute Batman. Parce que c'est un récit qui, malgré tout, m'a quand même donner envie de lire la suite. Je vous propose de continuer du côté d'Absolute Superman, scénarisé par Jason Aaron et dessiné par Rafa Sandoval. Un récit qui nous raconte l'évolution de Kal-El entre la Terre et Krypton. Kal-El qui a grandi sur Krypton, accompagné de ses parents fermiers et de son chien Krypto, mais dont les parents vont remarquer que le pillage des ressources mené par la guilde scientifique est en train de détruire leur planète, et c'est ainsi que les Kryptoniens vont tenter de s'échapper, et c'est comme cela que Kal-El va atterrir dans le Kansas. Et on va retrouver Kal-El quelques années plus tard, et fuyant, passant des années à fuir et à vivre au contact des gens persécutés, touchés par la famine et la pauvreté, lui-même travaillant dans des mines, lui-même travaillant pour la société qui affamine ces gens, Lazarus Corp. Et il y a dans ce récit de nombreuses idées qui sont elles aussi excellentes, tout comme dans Absolute Batman. Et là aussi, il y a une énorme envie de briser le Superman conventionnel que l'on connaît. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est tout simplement qu'on inscrit un espèce de statut social au sein de Krypton, puisque finalement, les Kryptoniens, le S de Superman, ne représente plus l'espoir, mais représente une minorité, la classe des pauvres, des non qualifiés, des laissés pour compte.
C'est absolument génial parce qu'en fait, en faisant ça, Jason Aaron renoue un petit peu avec le passé de Superman qui représentait une minorité finalement. Un autre élément qui m'a beaucoup fait vibrer à la lecture de ce récit et que je trouve très original, c'est le costume de Superman. Le costume qui est ici une tenue de combat hyper sophistiquée et intelligente qui va aider Kal-El à gérer ses pouvoirs qu'il ne maîtrise pas bien. Parce que Kal-El n'est pas arrivé il y a très longtemps sur Terre. Et le fait de l'équiper d'un costume hyper intelligent, eh bien, d'une façon très intelligente, on intègre un espèce de coéquipier permanent à Superman. C'est absolument génialissime. Encore une fois, la réutilisation de tous les personnages du lore de Superman est très bien menée, comme je trouve dans le lore d'Absolute Batman. On y retrouve Jimmy Olsen, on y retrouve Lois Lane, on y retrouve Superman bien évidemment. Superman, Kal-El, qui d'ailleurs, je le dis en passant, mais est un personnage que je trouve extrêmement bien réussi, hyper touchant, logique dans sa construction, débordant de rage et de colère parce qu'il a vécu la destruction de sa planète, parce qu'il a vécu la disparition de ses parents, et que en arrivant sur la planète Terre, il se retrouve en face d'une planète qui vit à peu près les mêmes choses que ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu sur Krypton. Le parallèle est hyper intéressant, va permettre notamment à Jason Aaron de plonger sur des thématiques hyper d'actualité, comme le pillage des ressources sur le dos de la souffrance. Il va pointer également du doigt le capitalisme, bien évidemment. Des thématiques, comme je l'ai dit, d'actualité qui fonctionnent. Et puis, au niveau des dessins, on a un Rafa Sandoval qui est vraiment en forme. Je trouve que le récit est très joli, les dessins sont très jolis, très dynamiques, ça marche du tonnerre. Les couleurs sont percutantes, pétantes, vraiment. Je trouve que tout fonctionne. L'espèce de petite coupe là, de cheveux un peu frisés de Superman fonctionne. Le chara-design de la cape, c'est peut-être ce qui a dû être le plus difficile, je pense, parce qu'en fait, la cape, elle me fait penser à un espèce de truc que j'avais vu dans un des... pas le dernier Terminator, mais peut-être celui d'avant, où on a des espèces de nanomatériaux. Ça ressemble un petit peu à ça, la cape de Superman. Et ça fonctionne, en fait, on le visualise très bien. Donc, non, tout est très bien. Tout fonctionne très bien. C'est, je trouve, pour moi, un véritable coup de cœur, ce Superman, qui est encore une fois un récit que je trouve très accessible. C'est un véritable tome 1 qui s'adresse à la fois aux néophytes qui voudraient commencer Superman et à la fois aux personnes qui étaient peut-être un petit peu saoulées de la continuité de Superman et qui attendaient un récit plutôt révolutionnaire, et là je trouve que c'est le cas. Et enfin, pour terminer, je vous propose de parler d'Absolute Wonder Woman, scénarisé par Kelly Thompson et dessiné par Hayden Sherman. Un récit qui va nous raconter l'histoire de la princesse Diana, la princesse des Amazones, les Amazones qui ont toujours protégé l'humanité dans l'ombre contre les monstres, mais Diana, future princesse des Amazones et encore bébé à l'époque, sera confiée à la sorcière Circé, exilée aux enfers, afin de punir les Amazones de leurs crimes contre les dieux. Mais Diana grandira et partira à la recherche de ses sœurs. Et encore une fois, comme les autres récits, on a l'idée de briser la Wonder Woman conventionnelle que l'on connaît. Le premier point que je trouve extrêmement réussi sur ce récit, c'est tout simplement l'évolution de Diana et de Circé, ainsi que leur relation. On va y apprendre notamment que Circé, qui était une sorcière exilée, n'est pas une mère, mais qu'elle a appris à l'être. Et j'aime voir au fur et à mesure que le temps passe, les cases évoluer et nous montrer notamment une grotte qui est devenue impersonnelle à une maison presque familiale, un petit douillet, un cocon. Et ça, c'est un petit passage qui m'a fait beaucoup kiffer. Je trouve que c'est très réussi, et au fur et à mesure on voit bien que il y a un peu plus de couleurs chaudes dans les cases. J'aime également l'idée de voir que Diana a été élevée par la vilaine Circé, ce qui change
fondamentalement ses origines, sans pour autant changer l'essence de Wonder Woman. Et l'idée que Wonder Woman fasse ses premiers pas en tant que guerrière, à la fois d'abord aux enfers, puis ensuite dans notre monde, ça fonctionne, même si Diana est toujours une guerrière avec beaucoup d'empathie et un peu naïve sur les bornes, je trouve. Dans ce récit, comme dans les autres, je trouve qu'on a une scénariste qui reprend à merveille l'utilisation des personnages du lore de Wonder Woman, même si j'ai quand même l'impression que les personnages du lore de Wonder Woman, de la mythologie de Wonder Woman, sont un peu moins impactants que les personnages et que les rôles que les personnages ont à jouer dans Batman ou dans Superman notamment. Par contre, j'ai adoré la réécriture de Diana, qui est équipée notamment de l'épée d'Athéna, qui me fait beaucoup penser notamment à une arme dans Final Fantasy, entre autres. J'aime l'idée que Diana puisse maîtriser la magie noire, et d'ailleurs ça nous permet une approche beaucoup plus sombre finalement dans le ton et dans ce que ça raconte dans ce récit, qu'à l'habitude d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs, je trouve, un tome qui se rapproche énormément du run de Brian Azzarello, dans sa façon d'être écrit, dans sa façon de s'approcher énormément de la mythologie grecque, entre autres, où justement la mythologie ici est un élément central, et j'ai beaucoup d'attirance, d'attrait pour la mythologie grecque, donc oui, c'est un récit que j'ai forcément apprécié. Le rythme du récit, la dynamique du récit est plutôt bon, puisque eh bien, on a un récit qui navigue, comme dans Absolute Batman et dans Absolute Superman, entre le passé et le présent pour nous montrer l'évolution de Diana. Je trouve que les dialogues sont pas déconnants du tout, même si je trouve que les dialogues en réalité ne sont peut-être pas aussi matures que le ton du récit dans l'ensemble. Là où ça pourrait poser problème à des nouveaux lecteurs, c'est peut-être la partie graphique qui, je trouve, est un peu moins accessible que Absolute Batman ou que Absolute Superman. Je pense qu'il y a vraiment des lecteurs qui n'adhéreront pas à la partie graphique, que personnellement j'ai beaucoup apprécié et qui, je trouve, est très très cohérente pour le coup avec le récit. Là où j'ai un petit souci avec ce récit, c'est qu'à mon sens, ce récit est peut-être celui qui va prendre le moins de risques. Alors, ça reste un récit totalement efficace, que j'ai apprécié dans l'ensemble, mais je trouve que ça prend pas autant de risques et de façon pas aussi radicale qu'avec Absolute Superman, d'où le fait que Wonder Woman en fait se situe vraiment entre Absolute Superman et Absolute Batman en termes de notation et de ressenti. Pour autant, je le répète, c'est pas du tout un mauvais récit. Je vais conclure très rapidement cette vidéo en disant que le nouvel univers DC Absolute fait le travail qu'on lui demande. On nous livre 3 tomes qui sont 3 vrais tomes 1, capables de recruter un nouveau lectorat et capables d'apporter un vent de fraîcheur sur l'univers DC, avec des récits pour certains qui sont plus originaux que d'autres, mais attention quand même à ne pas trop hyper le lectorat et à ne pas crier au génie alors que certains titres n'en sont pas. Pour ma part, je pense que c'est quand même une réussite pour attirer un nouveau lectorat ou encenser la hype autour d'un ancien lectorat qui aurait été un peu essoufflé par la continuité. C'est mon cas, notamment, où je vais aller par curiosité sur les tomes 2 et les tomes 3 de ces 3 séries pour savoir si j'ai envie de continuer et d'investir du temps et de l'argent dans ces lectures. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec mes arguments. On est là pour débattre, hein, bien évidemment, dans le calme et dans le respect, mais je vous attends dans l'espace commentaire qui est aussi le vôtre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à activer la petite cloche, ça m'aide et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde.